Nous avons vécu dans la fiction d'un roman moderne de séparation qui a mis la nature d'un côté et la culture de l'autre. Mais les choses, et la Loire parmi elles, n'ont jamais cessé de parler, n'ont jamais cessé d'être des causes, des âmes, si vous voulez, des principes agissants, animés, qui font que le système Terre dans son ensemble vit, que la Loire parle et agit. C'est un propos de Bruno Latour devant la commission du Parlement de Loire, à Tours, le 19 octobre 2019. Et c'est en exergue du nouveau livre d'Étienne Davodo, baptisé Loire, aux éditions Futuropolis. Étienne Davodo est cet auteur de bande dessinée qui vit dans les Mauges et qui, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, développe des récits en bande dessinée qui sont à la fois des récits autobiographiques, des récits politiques et sociaux, mais aussi des récits de fiction où il mêle ses interrogations politiques et sociales et le monde contemporain à l'histoire qu'il développe. Ici, Loire, comme son titre l'indique, se base sur le fleuve. Mais le fleuve est certes le personnage principal, mais aussi un personnage muet qui traverse tout le récit avec ce très beau dessin et ces très belles couleurs qu'Étienne Davodo a largement développées dans des grandes séances contemplatives, j'y reviendrai. Le récit en lui-même, l'histoire, pourrait se situer entre Agatha Christie et Claude Chabrol. En gros, presque une intrigue, presque un polar qui se situerait au bord du fleuve. Louis, un personnage de la soixantaine, est convié par Agathe, une femme qu'il a connue il y a longtemps et qui lui propose une invitation chez elle. Il arrive, elle n'est pas là, d'autres personnes sont là qui ont tous connu et toutes connu Agathe. Finalement, cette intrigue-là sert juste de prétexte presque à l'auteur Étienne Davodo pour des promenades en bord de Loire et une forme d'introspection que chacun des personnages va retrouver. Louis en est le narrateur, on verra à qui il raconte l'histoire au fur et à mesure du récit. Mais la bande dessinée, le livre, comme je le disais, est surtout contemplatif et s'ouvre sur une très belle scène où Louis, au bord de Loire, se permet un bain dans la nuit, nu, et dérive au fur et à mesure du fleuve jusqu'à presque se perdre. Il y a d'autres séquences contemplatives où Étienne Davodo travaille énormément sur les couleurs et la lumière du fleuve qu'il a très très finement observé. Pour cause, il habite à côté. Loire d'Étienne Davodo aux éditions Futuropolis. Chez le même éditeur Futuropolis, Sébastien Vassant, auteur nantais, publie La Fabrique des Français. Originellement, il s'agit d'un documentaire pour la télévision réalisé par Françoise Davis et Karl Aderhold. Et c'est sur leurs travaux que s'appuie Sébastien Vassant pour ce livre, cette bande dessinée, qui raconte donc l'histoire d'un peuple et d'une nation de 1870 à nos jours. Sébastien Vassant déploie son dessin et questionne le monde contemporain et notre identité française à travers différentes manières esthétiquement de travailler tout cela pour sortir des carcans maintenant habituels de la bande dessinée de reportage. Notamment dans les premières pages, un dessin assez lâché qui n'est pas sans rappeler un certain Blutch. Il y a aussi des séquences documentaires ou interviews qui l'amènent en imposte avec du noir et blanc à l'intérieur de la couleur. Tout cela permet une vraie dynamique de lecture et de comprendre de quoi il s'agit. Parce que cette série documentaire et donc cette bande dessinée questionne l'identité française, l'identité nationale. Ces questions-là ne sont pas seulement contemporaines, elles existent depuis donc la fin du 19e siècle et depuis la guerre de 1870, comment l'État et les puissants ont décidé de fabriquer les Français pour éviter les révoltes et les guerres intestines. À cela s'ajoute toute l'histoire d'une immigration, depuis les Italiens, les Polonais, jusqu'aux Arabes, aux Roms et aux différentes populations qui ont toutes été stigmatisées au fur et à mesure des époques avec exactement les mêmes arguments qui sont souvent fallacieux, la question de l'identité nationale ou la question du grand remplacement qui ne date pas donc d'aujourd'hui. Tout cela figure dans cette bande dessinée de Sébastien Vassant avec de nombreux petits détails et anecdotes croustillantes, souvent des idées graphiques. À titre d'exemple, une petite histoire de la baguette de pain. La baguette si emblématique de la culture française aurait été inventée à la fin du 19e siècle grâce à l'immigration bretonne, auvergnate et italienne pour la construction du métro parisien. Cette version reste la plus étayée au vu des divers documents issus du chantier des métros. En effet, l'ingénieur Flugans Bienvenu, qui supervisa la construction du métro, avait des soucis de bagarre dans les galeries entre les ouvriers de différentes origines, notamment bretons, auvergnats. Or, à cette époque, l'ouvrier portait toujours un couteau sur lui pour couper les tranches de pain qui étaient de grosses miches rondes. Aussi,
Il aurait été demandé à un boulanger de créer un pain de forme allongée pour respecter le poids réglementé d'un pain, qui puisse se couper, se rompre sans couteau, évitant ainsi que ses armes potentielles descendent dans les galeries, d'où, pour certains puristes, le fait de ne jamais couper la baguette au couteau, mais de la rompre à la main. C'est l'une des nombreuses anecdotes que l'on trouve dans ce livre, La fabrique des Français, chez Futuropolis. Josh Pettinger n'est pas français, il est né sur l'île de Wight et il vit aux États-Unis. Pourquoi donc dans cette sélection? Parce que il est publié par une éditrice nantaise, Bérengère Orieux, les éditions Ici Même. C'est traduit de l'anglais par Renaud Cerqueux. De quoi s'agit-il? Goiter, c'est des récits, plusieurs récits courts, qui se sont enchaînés au fur et à mesure des publications régulières de Josh Pettinger et qui détaillaient de manière presque auto-fictionnelle des personnages un peu dans la loose, un peu dans le ratage, un peu au banc de la société. À travers cette manière de voir les choses très américaine et qui se rapprocherait beaucoup d'un Daniel Clowes, d'un Seth ou du défunt Joe Matt, eh bien, on développe un univers personnel qui finit par dire quelque chose d'un rapport à la société et à l'intimité et d'une recherche, comme très souvent dans ce genre de récit, d'un amour possible ou des amours possibles. Mais ça n'est pas tout. À partir de quelques numéros, Josh Pettinger va développer un récit de plus longue haleine, baptisé Victory Squad, en épisodes. Il s'agit là d'une sorte de dystopie. Une petite vision du futur où un employé d'Amazon va se révolter contre la structure depuis l'intérieur, depuis l'entrepôt. Mais quels sont les rouages et quels sont les mécanismes possibles pour enrayer la machine? C'est bien toute la complexité très paranoïaque de ce récit qui frise légèrement le constat politique et social et qui en même temps amène quelque chose d'un peu fantastique, ambiance Terry Gilliam, Brésil. C'est vraiment un récit très accrocheur avec des solutions graphiques économes et efficaces qui donnent envie d'en lire plus de Josh Pettinger et de voir vers où le mènera son travail en bande dessinée. Goiter est publié aux éditions Ici Même. Matao est un jeune auteur qui réside à Nantes, qui a un temps été dans l'atelier de Maison Fumetti et qui publie son premier livre aux éditions de Montpellier, Six Pieds sous terre, magnifiques éditions historiques de la bande dessinée dite indépendante. Dark Quentin, c'est son premier récit, tout en noir et blanc, avec un travail sur les matières absolument saisissant, avec du lavis, avec de l'encre et avec un univers très sombre, puisqu'il s'agit d'un récit de genre, a priori, récit de vampire. Mais ça n'est pas tout, et ce serait trop simple de le réduire à ça. Il s'agit aussi d'une question, d'un questionnement social, d'un questionnement sur la société contemporaine, et notamment sur le devenir de ces jeunes gens post-adolescents que l'on appelle les no-life. Les no-life seraient-ils les nouveaux vampires? C'est un peu l'idée de Matao dans ce livre. Mais ce n'est pas tout, encore une fois, car il y a à l'intérieur de ce récit également une quête, une recherche du père, quelque chose de très psychanalytique, à la fois pour le personnage principal Quentin, mais aussi pour l'auteur Matao. Ce récit donc commence par une scène de vie quotidienne, un no-life qui vit chez sa mère, qui passe son temps sur Internet, sur des jeux en réseau ou sur différentes applications, et qui, par l'effet d'un accident tout bête, la bouteille remplie d'urine qu'il avait posée sur son bureau, qui tombe sur l'ordinateur et le crame, va se retrouver désœuvré. Désœuvré et avec comme une mutation du corps qui va s'opérer au fur et à mesure des pages, et où il va être pris en charge par d'autres adolescents ou post-adolescents qui l'amènent dans un certain château mystérieux. À partir de là, tout est possible et le genre se développe. Le récit de vampire contemporain s'épanouit dans différentes séquences qui s'entremêlent. C'est un travail de longue haleine, quelques 150 pages tout en noir-blanc, un premier effort vraiment saisissant de la part de Matao qui signe là quelque chose de très personnel et qui donne envie, évidemment, d'en savoir plus sur ce qu'il deviendra en tant qu'auteur de bande dessinée. Dark Quentin, aux éditions Six Pieds sous terre, signé Matao. Les questions de genre, d'identité sont au cœur du travail de Messidor. Messidor, c'est un pseudonyme que s'est choisi Célia Portet, autrice qui réside à Nantes, qu'on avait pu croiser dans une très belle revue pour enfants baptisée Caoutchouc et qui publie régulièrement chez Biscotto, mais qui ici, avec Messidor, développe un tout autre travail. La forêt dans laquelle nous,
c'est un recueil qui rassemble des fragments d'un journal et de recherches qu'elle travaille depuis 5 ans déjà autour de la question de la sorcière, de la figure de la sorcière, et donc, à travers ça, de la féminité, du féminisme et des genres. Il s'agit ici de, certes, quelques bandes dessinées, mais aussi de dessins, de textes et de toutes sortes de recherches graphiques ou textuelles qui lui permettent d'étayer ses propos et de questionner nos rapports de normes au genre et à l'établissement d'un couple ou des relations entre les personnes. Tout ça sur la foi de nombreux ateliers qu'elle a pu mener Saoula ou de nombreux rassemblements collectifs auxquels elle a pu participer. Messidor lui permet aussi de libérer son dessin, de tenter des choses, voire, comme elle le dit parfois, de rater pour mieux recommencer. Ça lui permet aussi de faire ces petites publications, auto-publications qu'elle réalise au fur et à mesure des demandes et qui sont, comme je le disais, un journal de bord. La forêt dans laquelle nous, très beau titre qui permet aussi différentes séquences à l'intérieur, la forêt dans laquelle nous aimons, la forêt dans laquelle nous accomplissons, nous recommençons, etc., etc. Voici le petit texte introductif qu'elle propose pour donner l'idée substantielle. La forêt dans laquelle nous se situe dans un lieu d'expérimentation collective autour du soin, du commun, de la nature, du sensoriel. C'est peut-être l'époque d'une chasse aux sorcières ou celle d'une terre séparatiste, un événement queer féministe, une utopie de demain, en tout cas loin de la fourmilière capitaliste, là où la lenteur et les marginalités font leur place. Un monde sorcière dont les faits et gestes sont retracés ici pour archiver ce que je vois et entends, pour illustrer des pensées, pour que la marge soit un peu plus visible. Le mot central de ce petit texte, c'est archiver, et c'est toute l'idée de ce projet Messidor et la forêt dans laquelle nous, alias Célia Portet, une autopublication qu'il faut suivre de très près.